Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Nancy Audet, nous parlons ensemble de maltraitance des jeunes et elle nous parle aussi de son récent livre, il s'appelle Tous courage. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, les thérapistes en ligne. Notre chroniqueuse Catherine Stassin est aussi des nôtres, elle nous parle pour sa part d'alimentation et cerveau. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou stressé, vous syntonisez actuellement Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, Nancy Audet. Bonjour Nancy. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci pour l'invitation. Merci d'être là, c'est super généreux de ta part. Tu es journaliste, animatrice, conférencière et auteure. On va parler dans quelques instants d'un nouveau volume que tu as publié récemment qui s'intitule « Il s'appelle Tous courage » avec un sous-titre « Cris du cœur pour les enfants de la DPJ ». J'aimerais que tu, en entrée de jeu, que tu me parles un peu peut-être de ton histoire parce que bon, t'as gravité beaucoup dans les médias puis tu as décidé d'écrire sur ce sujet-là, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour entrer en la matière? Moi, je suis une petite fille de Saint-Dominique-du-Rosaire. J'ai grandi en Abitibi-Témiscamingue, malheureusement avec un historique de maltraitance, 2 placements à la DPJ, un passage en centre de réadaptation. Plus tard, presque miraculeusement, j'ai entrepris des études en journalisme. La route a été longue, a été difficile. J'ai eu la chance d'avoir des personnes incroyables sur mon parcours qui ont cru en moi quand moi, je croyais pas en moi-même, parce que souvent, quand on a un passé de maltraitance, on n'a pas une très bonne estime de nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est un grand défi de faire des études, encore plus des études universitaires, puis de croire, puis d'arriver à faire exercer un métier en journalisme, qui n'est pas un métier non plus très facile. Donc, à 17 ans dans les salles de nouvelles, j'ai jamais vraiment parlé de mon parcours, de mon passé. C'était un grand secret. En fait, j'avais très honte de ce passé. Puis un jour, j'ai décidé que la honte, c'était terminé. Est-ce que ça te faisait souffrir? C'est pour ça que tu as peut-être senti le besoin de le dire? Ou... Non, c'était pas... J'ai souffert beaucoup, beaucoup de ça. J'ai eu des périodes très noires, des périodes où même ma vie était un peu sur un fil. Heureusement, j'ai toujours réussi à m'accrocher. C'est vraiment, moi, ce qui m'a amené à parler, c'est vraiment la situation actuelle au Québec. De voir les chiffres année après année, le nombre de signalements qui augmente sans cesse, le nombre d'enfants qui sont en attente aussi après un signalement. La liste s'allonge et s'allonge. Le nombre aussi d'enfants qui subissent de la violence corporelle qui ne cesse d'augmenter. Des petits-enfants 0-5 ans qui arrivent à l'hôpital avec des fractures. Et je me rends compte que les gens, en fait, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc ça m'a vraiment amené à parler. Ça a été le déclencheur de dire, OK, moi, je vais parler. Je vais dire quel impact ça a eu dans ma vie. Puis pourquoi il faut agir. Il faut agir en amont. Il faut agir rapidement. Parce qu'encore aujourd'hui, au Québec, il y a trop d'enfants qui subissent de la maltraitance. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler. Il faut briser le silence. Puis, il faut amener les gens à... Moi, j'espère, mon espoir, c'est d'amener les gens non seulement à être sensibilisés, mais aussi à passer à l'action. C'est tabou. On n'a pas l'impression qu'il y en a autant, mais les chiffres sont hallucinants. Je ne sais pas si j'ai bien lu les chiffres, là, mais des signalements par année, il y en a... 132 000. Au Québec? Au Québec. C'est fou, là. C'est 360 enfants par jour. Tu sais, je mets 7 gros autobus jaunes là, pour que les gens s'imaginent, là, puis on les remplit d'enfants par jour. Ça, c'est le nombre de signalements actuellement. On devrait... C'est alarmant. Ouais. On doit tous être inquiets de ça. Tu sais, pour vous donner une idée, il y a 85 000 à peu près naissances par année au Québec. Donc, on est rendu à avoir plus de signalements par année que de naissances. Donc, prenons le temps de nous arrêter. Puis même si ça nous confronte, c'est pas facile de parler de maltraitance puis de violence faite aux enfants puis d'agression sexuelle aussi. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Je veux dire, il y a eu 3000 enfants juste l'année dernière qui ont subi des agressions sexuelles puis qui ont dû être retirés de leur famille. Mais ça, c'est juste les cas qu'on connaît, qu'il y a eu des signalements. Je vous parlerai pas de tous les cas qui passent sous le radar. Donc, prenons le temps d'être confrontés, d'être brassés, puis de dire, ben voilà, c'est ça la situation. Puis, portons la voix des enfants, parlons-en entre nous, à nos familles, à nos amis, puis voyons qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, en tant que papa, en tant que maman, en tant que grands-parents. Il y a des choses qu'on peut faire. Ouais. C'est pas vrai qu'on est impuissant.
il y a des choses. Je le dis dans mon nouveau livre, il s'appelle « Tous courage ». Il y a un chapitre complet sur les solutions, les gestes qu'on peut poser concrètement pour venir aider les enfants. Parce qu'il y en a trop. Puis si on ne vient pas en renfort, bien, on ne pourra pas y arriver. Oui, c'est tabou. Puis effectivement, des fois, je pense que les gens ne savent pas comment, mais justement, à force d'en parler, on va donner des... Mais j'aimerais mentionner quelque chose. Il y a une commission, Laurent, en fait, Régine Laurent, qui a fait une commission sur la jeunesse, justement, sur les droits des enfants au niveau de toute cette situation-là. Elle a dit, nous devons passer de l'indignation à la dignité. Nous devons transformer notre colère en action. Nous devons nous montrer dignes de nos enfants et de nos jeunes. C'est effectivement ça que tu racontes toi aussi, parce que dans le fond, si on ne casse pas le cercle, ça finira jamais. Là. C'est un peu ça. Là. Il y a eu plus de 4000 témoignages durant la commission. Il y a eu des témoignages tellement difficiles. Moi, je me suis dit, hey, ça y est, ça va ouvrir les yeux aux gens. Mais pour une raison qui m'échappe, la commission n'a pas obtenu toute l'attention dont elle aurait dû bénéficier, parce qu'on parlait quand même de nos enfants. Oui. C'est sûr que ça m'a déçue, ça m'a interpellée. Je me suis demandé pourquoi. Mais tu sais, Mme Laurent l'a dit, elle a été profondément marquée parce qu'elle a entendu durant la commission. Laurent, ça l'habite. Puis il ne faut pas oublier que ce qui a mené à la commission, c'est la mort de cette petite fille-là à Grimby, la fillette de Grimby, que j'appelle Courage. C'est à elle que j'ai dédié le livre parce que je ne veux pas qu'on l'oublie. C'est ça, effectivement. Dans ton livre, tu l'appelles Courage, et tous ceux qui s'appellent, c'est pour ça que tu dis, ils s'appellent tous Courage. Dans le fond, tous les enfants qui tous n'ont pas eu un destin aussi tragique que cette fillette, mais ça a marqué beaucoup le Québec. Et c'est ça qui t'a donné le goût d'écrire ce livre-là qui est paru il n'y a pas si longtemps. Bien, ça a changé ma vie, en fait, parce que je me souviens que quelques jours avant son décès, j'avais dit à Denis Lévesque en entrevue, il me disait « Nancy, pourquoi tu parles? Pourquoi maintenant? » Puis je lui avais dit « Bien, parce que les statistiques sont alarmantes. » Mais je lui avais dit « Parce que je sens qu'il va arriver quelque chose. Il y a trop d'enfants sur les listes d'attente et on n'a pas le temps d'aller les voir. Il va arriver quelque chose. » C'est comme si j'avais senti en dedans. Et puis, quelques jours plus tard, elle est décédée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit, OK, moi, Nancy Audet, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de renverser la vapeur? Puis ça a complètement changé ma vie parce que j'ai quitté un emploi qui était très payant, tu sais, un bel emploi permanent avec, tu sais, un fonds de pension, avec des assurances. J'ai quitté une sécurité parce que c'était devenu pour moi trop important. Et on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas travailler, vous le savez, 40-50 heures dans une salle des nouvelles, c'est très exigeant. Et puis, décider de s'impliquer comme ça dans une cause, puis d'y mettre tout son temps, tout son cœur. Donc, moi, j'ai comme eu la croisée des chemins où je me suis dit, OK, j'ai pas le choix, je saute, j'y vais parce que c'est trop fort, c'est trop important. Puis, je ne veux pas qu'on oublie cette petite fille-là. Et je veux qu'on lui redonne sa dignité en s'assurant tous ensemble que ça n'arrive plus jamais. Oui. Puis en même temps, je vous dis ça. Puis tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés dans les dernières semaines, les derniers mois. Donc, je suis inquiète. Puis on a des raisons d'être inquiet, mais je veux pas qu'on pense que c'est une fatalité. Je veux amener aussi de la lumière, de l'espoir, puis je veux amener les gens à transformer justement cette indignation puis cette colère qu'on peut ressentir à se transformer en action. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis je suis convaincue qu'on peut changer les choses en agissant. Des fois, c'est des petits gestes, aller vers des enfants qui sont à part, vers des enfants, on le voit, qui vont pas bien, mais des fois, c'est de les prendre par la main puis leur donner des petits moments de répit. Moi, j'appelle ça des petits îlots de bonheur. Là. Oui. Ça, c'est vraiment important. Ils ont droit à ça. Là, ils ont droit à ça. T'sais, des fois, c'est juste un compliment, une main tendue, un petit moment qu'on passe avec un enfant privilégié, le fait de le complimenter, de s'assurer parfois à l'école qu'il mange à sa faim, de s'assurer qu'il n'est pas stigmatisé, que des amis jouent avec lui. Mais il y a plein de façons. Puis j'espère en tout cas que les gens, en lisant mon livre, vont être inspirés. Parce que moi, ça va m'envoyer comme signal que on va plus prendre soin de plein de petits-enfants au Québec. Effectivement, mais là, on parle évidemment des décès, mais on parle aussi beaucoup d'enfants maltraités. Tu nous en as parlé tantôt, tu as eu beaucoup de difficultés quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce que ça crée comme problème à long terme pour les jeunes qui ont la maltraitance? Il y a beaucoup
problèmes, il y a beaucoup d'enjeux là, qui arrivent. Oui, beaucoup de séquelles. Ouais. J'ai un chapitre complet où j'explique les séquelles parce que ça aussi, je me rends compte que les gens ne les connaissent pas. Une des séquelles les plus fréquentes chez les enfants, c'est le trouble de l'attachement. Mm-hmm. Les 2 premières années de vie d'un enfant sont cruciales pour le développement d'un enfant, il doit avoir un adulte significatif. Il doit créer un lien d'attachement fort avec un adulte. Malheureusement, pour plusieurs enfants, ben c'est pas possible. Puis il y a 40% des enfants de la DPJ qui ont un trouble de l'attachement. Et ça, il y a beaucoup de séquelles liées à ça. C'est des enfants des enfants qui vont toujours avoir de la difficulté à entrer en relation avec les autres. Le lien de confiance ne peut pas s'établir. Puis souvent, ils vont souffrir, puis ils vont garder ça jusqu'à l'âge adulte. Donc, de là l'importance d'agir en amont. Ce qu'on voit aussi beaucoup, puis qui est aussi troublant, c'est une déficience intellectuelle acquise, c'est-à-dire des bébés qui naissent et qui sont normaux, totalement normaux, et qui, parce qu'ils ne sont pas stimulés, parce qu'on les laisse constamment dans leur bassinette, dans leur parc, ils n'ont pas aucune stimulation. Parfois, il y a des enfants, on les retrouve, là, ça fait 2 ans, là, ils sont petits, ils parlent pas, ils sont pas propres, ils sont toujours devant la télé, et puis ça, ils développent une déficience acquise. C'est-à-dire qu'ils ont développé une déficience et là, ils vont avoir des troubles d'apprentissage. Ils vont avoir des troubles de comportement, évidemment, plus agressifs, plus violents. C'est grave, là. Ouais. T'sais? Donc, parce que il est trop tard à un certain point. On va pouvoir travailler avec eux, peut-être, mais il va falloir travailler fort pour les aider à avoir une vie normale. Mais là, je vous parle de 2 séquelles. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a le stress post-traumatique. On a beaucoup d'enfants qui vivent avec un stress post-traumatique. On parle beaucoup de violence conjugale. Mais il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, qui ont vécu pendant plusieurs années dans un contexte de violence où ils ont vu ça au quotidien. Et puis, ils ont développé ce stress post-traumatique qui leur crée beaucoup de problèmes d'anxiété, problèmes d'insomnie. Ils sont toujours en état d'hypervigilance parce que c'est comme ça, ils ont toujours été dans un mode de survie. Jamais sécurisé. Jamais. L'importance d'être pour un enfant de dire je suis sécure, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai des gens aimants autour de moi. Puis même quand on les sécurise, leur corps est tellement sous le choc encore, c'est très, très long de pouvoir travailler avec eux. Et ça, on en voit beaucoup. Donc, j'avais envie que les gens comprennent. C'est pour ça que, tu sais, des fois, on va être prompt à juger les comportements des enfants, puis on va dire, lui, il y a des problèmes de comportement, mais puis on va punir constamment le comportement. Un enfant qui fait des crises, souvent, qui exprime une certaine douleur, mais on va toujours punir le comportement, mais on ne va jamais se demander, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement? Tu sais, si on ne va pas guérir l'enfant, on ne peut pas espérer des changements. Tout enfant est récupérable, là, si je peux emprunter l'expression, parce qu'il faut s'en occuper, évidemment. Vraiment. Le guérir, l'aider à guérir, lui offrir les soins dont il a besoin, c'est vraiment important. Mais je pense que, avec de l'amour, des bons soins, en offrant la sécurité à un enfant, la sécurité, on pense souvent là, que l'amour, l'affection, c'est ça qui est le plus important, mais pour un enfant qui a vécu de la maltraitance ou qui a vécu dans un contexte de violence, lui permettre de se sentir en sécurité, c'est la chose la plus importante pour lui. Ouais. Donc, on est capable, puis je lève mon chapeau à tous ceux qui prennent par la main ces enfants-là. Il y a des gens qui travaillent fort en ce moment au Québec, là, dans des contextes ou des conditions de travail pas évidentes. Puis il y a les enseignants aussi. Moi, je leur lève mon chapeau pour ce qu'ils font pour les enfants. En terminant, Nadie, merci beaucoup d'avoir été là. Le livre s'appelle Tous courage aux éditions de l'Homme de Nancy Audet. Donc, merci beaucoup d'avoir présenté ce sujet super important. Puis bonne continuation. Puis merci d'être là pour les enfants surtout. Merci à vous. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. Nous sommes maintenant rendus au segment Espresso. Alors, bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors, aujourd'hui, ton sujet, les thérapistes en ligne. Oui, la thérapie en ligne, parce que c'est vraiment la mode depuis un bout de temps déjà.
pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller voir un thérapeute en personne. Ou qui sont loin ou pour toutes sortes de raisons, c'est ça? Pour toutes sortes de raisons. La fameuse technologie aide dans ces cas-là. Hein? Oui, et c'est de plus en plus répandu à travers le monde. Même. Ouais. Moi, je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai trouvé sur Internet et qui s'appelle « Thérapie en ligne, comment ça marche ». C'est sur un site français qui s'appelle doctissimo.fr. Ouais. Mais je tiens à souligner à tout le monde qu'au Québec, ça se fait aussi. C'est... De plus en plus, je dirais. Là, de plus en plus répandu. On trouve des façons, justement, pour que ça soit presque aussi performant qu'une rencontre en personne, par exemple. Par le biais, évidemment, d'une webcam. Ouais. Alors, cet article a été écrit par Mme Ariane Langlois, qui est journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Elle nous dit quelques clics suffisent aujourd'hui pour prendre contact avec un psychologue et obtenir une consultation privée sur Internet. Balbutiante, il y a 10 ans, cette pratique s'est généralisée. La plupart des thérapeutes proposent désormais cette option plus adaptée, semble-t-il, aux attentes des patients. Madame Caroline Collet, qui est psychologue à Marseille, nous dit « Les modes de communication ont beaucoup évolué ces dernières années et la psychanalyse, comme beaucoup d'autres types de soins, a dû s'ajuster pour faire face à ce changement. » Les patients eux-mêmes sont volontaires et en font la demande. On est obligé de leur apporter ce service en réponse. Aujourd'hui, la thérapie en ligne a trouvé sa place. À ses débuts considérée comme complémentaire de la thérapie en cabinet, elle ne se présente plus comme un premier pas avant une consultation en face à face. Madame Collet nous dit « La psychanalyse par webcam est aujourd'hui un vrai travail de thérapie. Elle est exercée avec le même sérieux qu'une thérapie classique. Le soutien est identique à quelques détails près. Si elle est pratiquée régulièrement par le patient, ses effets sont aussi bénéfiques. Aujourd'hui, oui, on peut se soigner par le web. » Forte de son succès, la psychanalyse en ligne attire ainsi plutôt des patients jeunes, c'est-à-dire de 20 à 45 ans en moyenne, hommes et femmes, et maîtrisant bien sûr les outils de connexion. Elle est utile dans de nombreuses situations comme quand on a déménagé et que l'on souhaite continuer à consulter le psychologue avec lequel on est à l'aise, ou quand on est sans cesse en déplacement professionnel ou lorsque l'emploi du temps est si serré que l'on peine à se dégager du temps pour soi. Madame Coraline Collet nous dit pouvoir caser une consultation sur le temps du déjeuner, parfois au dernier moment, est appréciable. Même chose pour les mères au foyer qui ne peuvent pas consulter car elles n'ont pas d'aide pour garder leurs enfants. Grâce à la téléconsultation, elles peuvent le faire pendant la sieste des petits. Sans cette possibilité, beaucoup de gens ont du mal à consulter, simplement à cause de difficultés organisationnelles. Oui, l'horaire du temps est vraiment chargé pour plein de gens. Plein de gens ont beaucoup de temps passé dans le trafic aussi, puis de déplacement. Ça fait que les gens, il y a quand même juste 24 heures dans une journée. Hein, exactement. Ouais. C'est vrai, au fond, c'est une bonne idée. Oui. Je trouve, en tout cas. Cette option arrange aussi les personnes qui ont du mal à se déplacer à cause de handicap ou de troubles paniques tels que l'agoraphobie, ou celles pour qui il est compliqué d'affronter le regard d'un psy, par exemple dans des cas de troubles de perversion et de troubles sexuels. Généralement, le premier contact se fait par email, poursuit Mme Coraline Collet. Cela permet de prendre quelques renseignements, d'amorcer la démarche en douceur, de savoir si l'on a ou non le feeling avec le thérapeute et de se donner un peu de temps pour se décider. Le plus souvent, le psychologue explique comment va se dérouler le suivi, combien de temps va durer la consultation, entre habituellement 50 minutes et 1 heure, et comment se feront les échanges. Les modalités pratiques sont posées et notamment quel sera le logiciel de connexion utilisé. C'est vrai, il faut être capable de se... Il faut que ça soit quelque chose de facile, qui est justement accessible. Puis les gens, des deux côtés. Oui, ben, surtout des personnes qui sont moins à l'aise avec la technologie, là, ça aide. Là. Lors du premier entretien, comme en cabinet, le thérapeute prend quelques renseignements pour mieux connaître le patient. Quel est son parcours? Pour quel motif consulte-t-il? Qu'attend-il de la thérapie? Ensuite, Mme Collet nous dit il s'agit d'un échange suivi qui se déroule de la même manière qu'en cabinet. Pour ma part, dit-elle, je reste toujours joignable par email après les séances pour pouvoir approfondir certains points.
Je donne aussi de petits exercices à faire avant la prochaine séance et je n'hésite pas à envoyer des documents à la personne pour lui faire comprendre les notions abordées lors de notre échange. Le suivi peut être de courte durée, c'est-à-dire 3 à 4 séances, en cas de problèmes mineurs, comme par exemple l'anxiété ponctuelle, les troubles du sommeil, etc., mais peut aussi s'étaler sur plusieurs mois si le problème rencontré nécessite un accompagnement plus important. La psychanalyse en ligne a ce mérite de faciliter la démarche et de rendre accessible la consultation. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et on poursuit plus tard dans l'émission. Ben oui, comme à notre habitude, les thérapistes en ligne plus tard à Folie Douce. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin nous propose sa chronique sur l'alimentation et le cerveau. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Les thérapistes en ligne ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne au singulier.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. Bonjour Catherine Stassin. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, ta chronique alimentation et cerveau, très important. L'alimentation, c'est la base de notre vie en fait, comme bien d'autres choses, mais ça a un effet sur le cerveau, je pense. Oui, on ne peut pas faire sans. Oui. Donc, autant bien choisir ses aliments et pour bien nourrir son cerveau en fait. Oui. On n'y pense pas souvent, d'ailleurs. On s'alimente, mais on ne pense pas souvent, bon, telle chose, c'est bon pour telle chose. Puis souvent, on y va un peu par habitude, mais effectivement, il y a des aliments. On pense plutôt au physique, en général, ouais. Des gras ou bien des glucides pour tel événement. Avant tel événement, on va manger un plat de pâtes, etc., avant de courir. Il ne faut pas oublier les fruits parce que c'est bon. Il ne faut pas boire de l'eau, etc. Mais maintenant, on va un petit peu s'attarder aux aliments qui sont intéressants pour le développement et le bon fonctionnement du cerveau. Alors, je vais en parler de quelques-uns et on va commencer par le chocolat extra noir. Qui ne connaît pas le chocolat extra noir? Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, extra noir? Un pourcentage très élevé de cacao. Voilà, mais en fait, ça veut dire au-delà de 70%. Ouais. Donc, quand on va chercher son chocolat et qu'on va le choisir, on doit vraiment aller faire attention à choisir au-delà de 70% si c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Je ne parle pas des personnes qui veulent autre chose. Si on aime ça, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais si on l'aime, tout le monde n'aime pas ça, c'est un petit peu, c'est spécial au goût si on n'est pas habitué. Ouais. Et ce qu'il faut se dire, évidemment, que dans les aliments, tout est toujours une question de quantité. Ouais. Donc, on parle de chocolat extra noir au-delà de 70%. On parle de manière quotidienne d'environ 45 grammes. D'accord? Ça fait 2 petits carrés ou un grand carré de chocolat. Là, on peut bien voir les poids sur les tablettes, donc on mesure un petit peu. Ça, c'est au quotidien. Là. C'est au quotidien qu'on peut avoir du 45 grammes de chocolat extra noir. C'est pas beaucoup, mais c'est bien. C'est bien de savoir qu'on peut en avoir tous les jours. Oui, c'est ça. Et que c'est même mieux d'avoir des quantités régulières que de se dire je vais m'avaler un énorme chocolat une fois par semaine. C'est ça. Ça, c'est moins conseillé. Et donc, en fait, il y a dans le chocolat, on ne va pas développer énormément, mais on peut quand même dire qu'il y a des antioxydants qui vont aller préserver la santé de nos cellules cérébrales. Oui. Et donc, en cela, aider à préserver et à lutter contre l'inflammation et le déclin, prévenir le déclin cognitif. Et il y a d'ailleurs une expérience assez intéressante qui a été faite sur des jeunes adultes. Un groupe a mangé du chocolat noir, extra noir, un autre groupe a mangé du chocolat blanc. Et en fait, le groupe qui a mangé du chocolat noir a montré qu'ils avaient développer, donner des réponses meilleures de mémoire, on va dire de
de calcul de mémoire, d'accord? Donc, c'est quand même prouvé, ce sont des études scientifiques. Donc, mais comme tu dis, petite dose, mais beaucoup, souvent, en fait. C'est plus souvent. Régulièrement. Au quotidien, on peut manger 45 grammes de chocolat extra noir. Ouais. Donc, de 70, il y en a qui vont beaucoup plus haut. Moi, je trouve que quand on dépasse les 80%, on ressent un petit peu le côté poudre de cacao en bouche. Je ne sais pas si vous avez jamais essayé ça. Alors que le 70 reste relativement intéressant à manger. Là. Voilà. Ouais. Sinon, bon, du 80, avec une tartine, avec un peu de pain, ça peut marcher. Mais là, du coup, c'est plus la même chose que le bénéfice juste du chocolat noir. On mange du pain, on mange des glucides, etc. Ouais. Donc ici, c'est vraiment de s'attarder uniquement au chocolat extra noir. Eh bien, il y a d'autres aliments. Encore, est-ce que tu devines ce qui pourrait nous apporter des bienfaits? J'imagine tout ce qui est fruits. Ben, en tout cas, dans les fruits et légumes, il doit y avoir certainement des bienfaits. Là. Oui, bien, on va commencer par les petits fruits. D'accord. Les petits fruits, vraiment, contiennent des antioxydants, des phytonutriments, et des fibres, des vitamines, des minéraux qui vont faire vraiment que c'est bénéfique pour notre cerveau. Ça va conserver la mémoire, aider le développement aussi de la mémoire. Et donc, c'est intéressant de nommer dans les petits fruits que les mûres sont vraiment très très bonnes en termes de densité de ces éléments que je viens de citer. Okay. Donc, on peut manger des mûres, c'est moins commun. Donc, des mûres, du raisin, on parle de raisin frais ici, de cerises, des abricots, des framboises. Et là, je parlais donc de petits fruits, ça peut être une demi-tasse à une tasse par jour. Bleuets aussi, mais j'imagine. Bleuets au Québec, aussi. En général, il y en a pas mal. Tout à fait. On est au Québec et c'est vrai que les bleuets, je ne les ai pas sur ma petite liste, mais je crois que ça doit faire partie des petits fruits. C'est vu comme tel, en tout cas. On peut citer d'autres fruits qui ne sont pas des petits fruits, les pommes, les prunes, les poires, les pêches et les fraises, qui contiennent également des antioxydants en grande quantité. Donc, on peut y aller avec ces fruits-là également, en gardant en tête les quantités, évidemment, qui peuvent être bénéfiques pour notre corps et pas en abuser. Ça ferait une belle salade de fruits, tout ça. Il y a une belle variété de fruits. Une belle salade de fruits, oui, c'est une bonne idée. Si on va essayer de tout mettre ensemble, je ne sais pas ce que ça va donner. Tout ça. Alors, donc on a dit le chocolat extra noir, les petits fruits avec d'autres fruits qui accompagnent, et le curcuma. Alors, certains vont être interpellés par ce nom, le curcuma. Ouais. Le curcuma, en fait, pour ceux qui mangent des plats plus asiatiques, il y en a énormément, c'est une sorte de poudre jaune, en fait. Et dans le curcuma, il y a la curcumine. Donc, la curcumine, ça, c'est un des ingrédients principaux qui est une substance anti-inflammatoire pour le cerveau. Okay. Donc, on peut avoir du curcuma, quelques pincées par jour, c'est parfait, dans une recette. Maintenant, on ne doit pas commencer à tout faire au curcuma. C'est quand même goûteux, là, le curcuma. C'est très fort, c'est fort. Si on n'aime pas, c'est sûr qu'on peut essayer d'aller trouver des alternatives, demander à votre épicier, aller poser des questions. Est-ce qu'il y a des alternatives ou demander éventuellement à un nutritionniste? Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous associez la curcumine et la piperine, vous me dites, mais c'est quoi ça? En fait, c'est un ingrédient principal dans le poivre noir. Donc, poivre noir et curcuma, si vous les associez, c'est vraiment un cocktail qui décuple la bonne valeur pour votre cerveau. OK. Donc, une recette incluant les deux serait... On poivre en plus notre recette au curcuma. Non, ça donne le goût de l'essayer. Voilà. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est mettre du curcuma tout simplement dans un simple riz. Et ça donne un peu de coloration. On n'est pas obligé de faire un poulet curry tous les jours. C'est vrai que ça donne du goût au riz. On peut aller dans autre chose. Ouais. Voilà, ça donne du goût au riz. On peut parfumer une petite salade de lunch. On peut y aller doucement pour s'habituer aussi. C'est bon, le curcuma. C'est comme les goûts sont pas... C'est pas tout le monde qui aime ça, mais en général, c'est bon. Là. On y va doucement. Oui, exactement. Si on n'est pas habitué. C'est fort, ça, c'est sûr. Ça goûte beaucoup. Là. Ça parfume la maison. Effectivement. Alors, voilà. Maintenant, on arrive aux fameux légumes que tu as cités. Donc, les légumes, et plus particulièrement les légumes avec des feuilles vertes. Donc, ces feuilles vertes, en fait, elles contiennent du folate, qui est en fait la vitamine B9. Et cette vitamine, elle va favoriser le développement
de notre cerveau et la fonction des neurotransmetteurs. Donc ça, c'est intéressant en santé mentale. Donc ça va aider les neurotransmetteurs, les légumes verts à feuilles. Mais qu'est-ce qu'il y a comme légumes verts à feuilles? Donc il y a des brocolis, de la roquette, l'été, on y va. Des feuilles de pissenlit, c'est moins commun. Si on habite à la campagne, on peut aller récolter ça. Ou même en ville, il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent. Là, mais pourquoi pas? Ouais. On peut y aller dans les petits sentiers, le long du chemin de fer. Il y a aussi les bêta-cartes, le cresson, et en dehors de tout ce qui est légumes à feuilles. Maintenant, je vais quand même citer le thé vert qui est très très bon aussi au niveau du folate et voilà. Maintenant, en dernier lieu, c'est les aliments fermentés. Okay. Alors, on aime ou on n'aime pas de nouveau, on peut les avoir tous les jours. Ça va favoriser également la santé de notre cerveau. Ça peut être sous forme de yaourt, de kéfir. Allez voir dans votre supermarché si vous connaissez pas ce que c'est le kéfir. C'est très agréable à boire. La choucroute, mais bon, dépendant les saisons. Le miso, qui est une pâte fermentée utilisée dans la cuisine asiatique, qui est une pâte de soya et de riz. Le kimchi, là, ce sont des légumes fermentés avec des piments. Et aussi le kombucha, qui est une boisson à boire qui peut être très agréable, agrémentée, mais pas aller mettre 3 tonnes de sucre dedans, évidemment. Sinon, on va un peu anéantir les bons effets. Donc maintenant, on peut dire en fait que tous ces éléments ces aliments que je viens de citer vont aider à bien nourrir notre cerveau. Mais pour y arriver, il faut faire très très attention aussi d'aller vérifier les quantités qu'on consomme, ne pas faire n'importe quoi et pas dire aujourd'hui je consomme toutes mes quantités de chocolat et puis je rajoute dans mon chocolat chaud encore du sucre, etc. Donc tout ça, il faut les utiliser et les consommer intelligemment, d'accord? Donc ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit avant, on répète petite quantité tous les jours ou occasionnellement, mais c'est moins bénéfique pour le cerveau occasionnellement. Et aussi, comme dit le guide alimentaire canadien de manière assez judicieuse, les aliments, c'est un facteur parmi d'autres pour bien faire fonctionner le cerveau. Ouais. Et si à côté de ça, on respecte cette liste pour nous aider, on ne doit pas être drastique non plus, mais on peut faire un effort, mais qu'à côté de ça, on utilise en grande quantité les aliments néfastes, ça ne va pas fonctionner. Quels sont les aliments néfastes? On va un peu les répéter, on les connaît, mais viande rouge en grande quantité, aliments frits, alcool, boissons sucrées, charcuterie, aliments préparés industriellement. Ce cocktail-là n'est pas bon, surtout en grande quantité. Occasionnellement, ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de souci, mais pas de manière régulière. Et donc, évidemment, comme dit le guide canadien, ce qui est important, c'est d'avoir en plus de la bonne alimentation, c'est une vie sociale, bouger. Bouger aussi va aider le rythme de croissance, de développement et de bon entretien, de bon fonctionnement de notre cerveau. Oui. Donc, on fait attention à ça, de maintenir le corps et la santé mentale en bonne santé par la nourriture. Et quelles seraient les références qu'on pourrait donner? On va évidemment les mettre sur notre site web comme d'habitude, mais... tu pourrais nous mentionner quelques... Alors, moi, j'ai principalement tiré mes propos d'une psychiatre nutritionniste qui s'appelle Dr. Uma Naidoo, qui a fait l'école de médecine à Harvard. Donc, Uma Naidoo, elle est dans la liste des références, mais j'y mentionne également la Fédération pour la recherche sur le cerveau et d'autres articles qui vont vous être utiles si vous souhaitez en savoir plus. Et donc, il faut vraiment, c'est ça, faut s'occuper de ça. Et c'est important parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, c'est au quotidien, c'est des petits gestes, mais mis sur une longue période, on ne se rend pas compte, mais il y a un bienfait qui s'installe. C'est ça aussi l'idée. C'est un peu ça que tu nous parles, de mettre des bonnes pratiques, puis sans trop s'en apercevoir, on intègre des bonnes choses dans notre alimentation. Puis c'est juste mieux pour notre cerveau. C'est important, le cerveau. Il faut bien organiser notre garde-manger et y mettre les épices et les aliments importants pour notre bonne santé en avant. Par rapport aux aliments qui sont plus néfastes, on les cache un petit peu derrière quand c'est bon. C'est comme ça, la première chose qu'on a devant l'ouvrant, ce sont les bonnes choses. Effectivement, c'est vrai, c'est une bonne façon de faire. C'est en facilité sans que on sent que c'est forcé. Puis on y prend un goût, puis on peut faire des recettes qui nous plaisent aussi. Alors, c'est intéressant. Merci beaucoup, Catherine Stassin, pour cette chronique intéressante. Et on a tous, on s'alimente tous. Alors, c'est super important de s'alimenter bien pour notre cerveau. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Folie douce. Déjà plus de 800 émissions traitant de santé mentale depuis 1991.
Nous poursuivons au micro avec le sujet entamé plus tôt, Pierre, à l'espresso, et là, c'est l'espresso allongé, les thérapistes en ligne. Oui, cette nouvelle tendance de consulter des thérapistes, mais par le média de la webcam, pour les gens qui ont toutes sortes de problèmes de se déplacer, etc. Ouais. C'est un article qui a été écrit par Mme Ariane Langlois, qui est journaliste spécialisée en santé et en psychologie. C'est sur le site français Doctissimo.fr. Alors, cette madame nous disait: la psychanalyse en ligne a ce mérite de faciliter la démarche et de rendre accessible la consultation. Madame Coraline Collet nous dit: la téléconsultation crée une sorte de protection, en particulier pour les gens qui ont déjà eu une mauvaise expérience en cabinet. Le patient est chez lui, plus à l'aise. Il se dit que si cela se passe mal, il peut se déconnecter, ce qui est une option apaisante. Souvent, c'est ce cadre différent, celui du cocon intime, qui invite à la confidence. Dans un lieu où on se sent bien, il est plus facile de se livrer. Et ça doit prendre de l'autre côté de à l'autre côté de l'Internet, ça doit prendre un thérapeute aussi qui est avenant, là, qui va permettre à la personne, mais effectivement, là, on peut comprendre que ça peut être intime. Là, puis, facilité, rapidité, gain de temps sont surtout le trio gagnant de cette nouvelle forme de consultation. Email, téléphone ou échange en visio rendez-vous, en une journée, il est maintenant possible de joindre son thérapeute. Un avantage considérable quand on fait face à une urgence ou à un décalage horaire. Madame Collet nous dit: la thérapie avance d'autant plus vite que l'échange est facile et que le patient se sent acteur de son traitement. C'est lui qui décide quand et où consulter. Cela le rassure considérablement. Devenu plus joignable, tel un confident privé, le psychologue s'en trouve désacralisé. Le patient ayant certainement moins le sentiment de déranger a alors davantage le réflexe de se demander de l'aide en cas de besoin. De son côté, le psychologue tire aussi des bénéfices de cet exercice. Madame Collet nous dit: le gain de temps est valable pour le patient comme pour le thérapeute. Je peux répondre à mes patients de chez moi, aux horaires qui m'arrangent et parfois plus tard que je ne pourrais le faire au cabinet. Finalement, chacun y trouve son compte. Si la plupart des problèmes trouvent leur résolution en ligne, il existe toutefois des motifs de consultation qui nécessitent un entretien en face à face. C'est le cas notamment de graves problèmes anxieux et dépressifs. Quand il y a une grande fragilité psychologique, nous dit Mme Collet, une histoire de vie traumatique et des tendances suicidaires avouées, je préfère parler de vive voix avec les gens. Dans ces cas-là, l'échange virtuel ne suffit plus. Il y a besoin d'aller voir quelqu'un, de se sentir soutenu humainement parlant. Le virtuel ne remplace pas toujours la chaleur d'un échange en personne. Ça, c'est sûr. Là. Il y a toujours cet enjeu-là, mais En cas de détresse, surtout. Oui, c'est ça. Ouais. Parfois aussi, la consultation en ligne n'est pas assez prise au sérieux par le patient. Celui-ci a du mal à poser le cadre nécessaire à la consultation et l'alliance thérapeutique se révèle difficile à construire pour un thérapeute. Il se laisse distraire par son environnement, oublie par exemple d'éteindre la télévision pendant la séance. Imagine-toi, nous dit Mme Collet. Ce type de patient a besoin d'un cadre plus rigide, celui du cabinet, pour se poser et consacrer un temps de qualité à la thérapie. Notre collaborateur, Jocelyn Morettini, nous avait déjà parlé, parce qu'il en fait lui aussi, puis il nous disait, c'est ça, on demande aux gens d'être quand même comme s'ils se présentaient dans un bureau de thérapeute. Même s'ils sont chez eux, il faut quand même qu'il y ait un certain, certaine organisation. Ça peut certainement répondre à toutes sortes de besoins. Ouais. La thérapie en ligne modifie-t-elle le travail du thérapeute? De l'avis de Mme Coraline Collet, oui. Les questions et l'analyse faites par le psychologue sont les mêmes. L'exercice est tout de même plus complexe qu'en cabinet. Elle nous dit par écran interposé, on ne voit pas bien l'émotion du patient quand il parle. Or, cette donnée est très importante pour diriger l'entretien et amener la personne à réfléchir sur ses propos. En cabinet, on capte davantage l'énergie du patient et ce qu'il ressent. Là, je suis obligé de poser davantage de questions et de faire préciser des propos pour être sûr d'avoir bien cerné l'émotion rencontrée. Le thérapeute doit donc être 2 fois plus attentif aux mots employés par le patient et à ses intonations. C'est d'autant plus difficile que l'écran invite l'esprit à vagabonder. La concentration du thérapeute est elle aussi mise à l'épreuve.
Mais si la thérapie en ligne incite à se livrer davantage, elle requiert aussi plus de prudence de la part du patient. Difficile en effet de savoir qui l'on a en face de soi. N'importe qui peut se prétendre psychologue sur Internet, Ouais. c'est vrai. Certaines plateformes invitent même les patients à consulter anonymement. C'est un procédé contraire aux règles de la thérapie, estime Coraline Collet. Dans un vrai travail thérapeutique, les expressions du visage et de l'attitude du corps en disent long. Sans ces indices, la consultation ne paraît pas sérieuse. Pour apporter les bonnes réponses, on a besoin de savoir qui consulte. Le patient doit jouer le jeu et se dévoiler. Finalement, alors, comment être sûr de choisir un bon thérapeute en ligne? Tout d'abord, consultez le site web du thérapeute. Est-il bien présenté? Fait-il mention du type de thérapie proposée ou de ses diplômes? Écrivez ou prenez un premier contact par téléphone avant de vous décider. Et comme je disais un peu plus tôt, consultez l'Internet pour trouver des services de thérapie en ligne qui pourraient vous convenir. Il y en a plusieurs ici même au Québec, dont certains sont même gratuits. Oui. Mais tantôt, je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est qu'un patient, par exemple, qui oublie d'éteindre la télévision puis qui regardait le match de hockey. C'est sûr que ça va le distraire. C'est un match d'éliminatoire, puis il se met à lever les deux bras dans les airs. Non, c'est ça ne marchera pas. Non, effectivement, merci beaucoup, Pierre. Donc, les thérapistes en ligne. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques mots avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce cette semaine. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Également, merci pour tes espressos. Tu nous as parlé des thérapistes en ligne. Notre invitée en début d'émission, Nancy Audet, nous a parlé pour sa part de maltraitance des jeunes et de son récent livre. Il s'appelle Tous Courage. Elle est d'ailleurs marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Nancy. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi avec nous. Elle nous a parlé pour sa part d'alimentation et cerveau. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.